si nous avons rapproché tourisme et sécurité dans cette émission ce soir, c'est parce qu'on a le sentiment, en effet, que le facteur sécurité est devenu déterminant dans le choix des voyages. Quand on décide de faire un voyage, on pense aussi délinquance, pickpocket et bien sûr, malheureusement, terrorisme. Absolument. Alors évidemment, le premier critère, c'est plutôt le budget. Ça sera toujours le budget, c'est un critère économique. Mais la sécurité est extrêmement importante. Et on a vu grimper cette année dans le baromètre d'Europe Assistance la peur qui est montée, donc la demande de sécurité, qui a gagné 10 points sur le marché français, 18 points sur le marché italien. Et c'est une enquête qui a été faite avant les attentats de Sousse en Tunisie. Ouais. Donc ça montre à quel point ça devient très important. Le baromètre d'Europe Assistance, donc une société d'assistance qui assure la sécurité ou le rapatriement en cas de besoin, c'est un baromètre qui fonctionne... Depuis 15 ans. C'est-à-dire qui se pose la question de savoir sur quels critères les gens choisissent leur voyage ? Sur des tas de choses, combien de temps ils partent, combien ils dépensent, où ils vont. Ils suivent ces évolutions depuis 15 ans, donc on a quand même du recul par rapport au comportement touristique. Et c'est fait sur 8 marchés, pas seulement le marché français. Christophe Naudin, vous qui avez une vision globale de l'évolution de la criminologie. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les gens recherchent surtout des endroits stables, c'est-à-dire des endroits où ils ont une certaine stabilité politique qui a été perdue, notamment dans les pays du Maghreb, on l'a cité, avec la révolution, les révolutions arabes, le printemps arabe. Donc évidemment, toute cette zone que l'on a considérée comme délivrée d'un certain nombre de dictateurs, etc., en fin de compte, elle s'est effondrée. Parce que les gens qui étaient au pouvoir avant assuraient une certaine stabilité. Et il y a un report de choix des destinations aujourd'hui vers les Antilles qui avaient été abandonnées ou vers d'autres pays européens qui étaient beaucoup moins, beaucoup moins visités, mais pour lesquels il y a une liaison terrestre immédiate qui fait qu'on a beaucoup moins peur et qu'on se dit s'il y a le moindre problème, je peux revenir. Il y a aussi un facteur qui est très important, c'est le facteur de l'isolation, quelque part. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit et que vous devez prendre l'avion qui est également un vecteur de menace avec le terrorisme, eh bien, vous demandez toujours si vous allez pouvoir revenir. Il y a des endroits pour lesquels c'est beaucoup plus fiable, les États-Unis, l'Amérique du Nord, etc. On sait qu'on peut revenir facilement. C'est pas le cas, effectivement, quand on est en Afrique, quand on est au Maghreb ou quand on est au Moyen-Orient. Jean-Pierre Lozato-Giotard. Oui, en ce qui concerne le problème de la sécurité dans le tourisme en général, dans notre centre, nous avons suivi l'évolution. Et je vais résumer très vite. De 1997 à 2005, on a eu, je vous le rappelle, plusieurs attentats. Je rappelle, c'était Marrakech, c'était Luxor, donc déjà des coups de semonce. Mais on peut dire que jusqu'en 2005, ça n'a pas affecté beaucoup le tourisme. Par contre, de 2005 à aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la périodicité des attentats a tendance à se réduire. C'est-à-dire qu'avant, on avait un attentat tous les 4 ou 5 ans. Maintenant, on arrive à des périodes... C'est raccourci. Voilà, ça se raccourcit. Et surtout, c'est qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, ou très peu, ça s'était passé quand même à Sharm el-Sheikh il y a quelques années. En Égypte. On n'avait jamais vu quand même arriver un terroriste et puis tuer des gens sur une plage directement. On peut dire que cette donnée-là, évidemment, joué. Et une deuxième donnée qui va accentuer le phénomène, c'est évidemment le phénomène de l'islamisme, de Daesh, de la Syrie. Et donc il y a deux phénomènes en même temps, si j'ose dire. Un terrorisme qui s'exporte sur les touristes et qui tue les touristes. Alors du coup, c'est vrai que beaucoup de touristes aujourd'hui, on l'a vu dans les petites enquêtes que nous avons menées de notre côté, le problème sécuritaire qui était 10e, 12e, 13e, mais il devient 2e, 3e. Alors le budget reste toujours un élément numéro 1, je suis tout à fait d'accord, bien entendu, mais le problème sécuritaire se pose de plus en plus. Mais comme le disait notre ami criminologue, il est vrai qu'il y a des destinations qui sont moins touchées. Et on dit que si on va aux États-Unis, au Canada, bien que, je dirais bien que. Ouais. Alors, comment vous le comparez, vous le voyez, vous l'observez à travers votre comparateur, les différents voyages ? La réaction du public. Oui, je rejoins ce qui a été dit. Alors, je pense que déjà avant 2005, en Égypte, on avait eu des attentats. Donc, il y a eu la vallée des rois, déjà, donc la vallée des reines. Donc, il y a eu du mitraillage. Il y avait 2001, évidemment.
là où je rejoins donc Jean-Pierre, c'est que évidemment ça c'est la fréquence maintenant, donc n'est plus du tout la même, et puis surtout ça se déporte, ça va très vite, ça change de pays tout le temps, et donc c'est vrai que cette géopolitique, le monde est devenu fou. Et donc pour évidemment donc, le touriste lambda, pour le candidat au voyage, c'est évidemment extrêmement compliqué de s'y retrouver. Hein. Les cartes changent tout le temps. Il suffit de prendre la carte du Quai d'Orsay. Je rappelle qu'il y a encore 8 mois, on nous fait une carte où il y avait 41 pays qui étaient considérés donc, comme interdits. Et ces 41 pays, c'était quasiment la carte du tourisme pour les tour opérateurs français, donc pour les candidats au voyage. Donc c'est vrai que tout ça est extrêmement compliqué. D'ailleurs, du reste, on en dira un mot, les grands acteurs souffrent parce que c'est très compliqué pour eux de s'organiser. Qu'est-ce que vous appelez les grands acteurs? Les grands acteurs du voyage, c'est-à-dire les agences de voyage, les tour opérateurs. Aujourd'hui, les grands tour opérateurs français donc, ont beaucoup de mal effectivement à s'y retrouver. Surtout ceux qui anticipent donc, les saisons en achetant des chambres d'hôtel par avance, en mettant des avions donc, pour vendre leurs produits. En permanence, ils doivent réadapter leur offre et c'est devenu effectivement donc, extrêmement compliqué. Moi, ce que je dirais, c'est que il faut essayer de comprendre et de revenir à la source. Pourquoi on a effectivement donc ce phénomène? Parce que les terroristes en question, qu'ils s'appellent Daesh ou Al-Qaïda, ont bien compris qu'il fallait taper au porte-monnaie et au cœur effectivement donc, de ce qui faisait la richesse de ces pays. Le tourisme, c'est en général entre 7 et 12% du PIB des pays qui sont aujourd'hui donc en voie de déstabilisation. En s'attaquant au tourisme, on s'attaque à un pan entier de cette économie. Vous prenez l'Égypte, prenez la Tunisie, prenez le Maroc. Sans le tourisme, ces pays ont quasiment aucune chance de pouvoir survivre et se développer. Et donc c'est bien ça l'objet. C'est pas d'attaquer le touriste ou le tourisme, c'est d'attaquer effectivement donc ces pays, de les déstabiliser pour effectivement prendre ensuite évidemment donc le pouvoir sur les pays en question. Et donc c'est ça qui a vraiment aujourd'hui donc changé. De la part des terroristes, il y a une volonté de réduire les échanges culturels et finalement de part et d'autre. C'est vrai, il y a peut-être deux formes ou trois formes de terrorisme, il faudrait rappeler. La première, c'était surtout le cas des Palestiniens, on va dire, qui, eux, défendaient... C'est les années 70-80, c'est vieux. Hein. Donc ils attaquaient surtout des États. La deuxième forme, c'était Al-Qaïda. Hein. Al-Qaïda, déjà, effectivement... C'est le 11 septembre. Voilà, faisait attaquer, effectivement, des lieux touristiques, mais c'était aussi des coups de semonce pour les États arabes en tant que tels, en particulier l'Égypte. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que je rejoins ce que disait Jean-Pierre, c'est-à-dire, effectivement, en touchant l'économie, hein, les touristes, on touche l'économie. Et il est vrai que pour tous ces pays, on est entre 7 et 10% du PIB. Christophe Noudin, il y a une volonté de déstabilisation qui est ressentie, anticipée. On a quand même des outils pour essayer de savoir où on peut aller voyager. Il y a la carte, les cartes du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Les cartes du Quai d'Orsay, elles sont faites à Paris, dans un bureau, si vous voulez, relativement tranquille. Ouais, mais sur la base des informations sur de la nos base ambassades. des informations qui viennent des ambassades. Mais elles ont une certaine valeur, il ne faut pas se le cacher. Hein. Mais parfois, il y a aussi de l'excès de prudence. Donc, c'est ça qui pose aussi problème par rapport à des professionnels, parce qu'on va vous dire, n'allez pas dans tel pays, alors qu'en fait, il est fréquentable, enfin, jugé vraiment fréquentable. Et puis, il y a des zones dans les pays. Quand on dit n'allez pas en Égypte, on peut isoler le Sinaï par rapport, évidemment... Exactement, voilà, le Sud, etc. Moi, ce que je voudrais simplement souligner, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent nos collègues ici, c'est que ce qui est compliqué, c'est qu'avant, il y avait une forme de terrorisme. On la comprenait plus ou moins bien, mais enfin, bon, c'était assez appréhendé. Et analysé par les gens. Quoi. Exactement. Aujourd'hui, il y a de multiples formes de terrorisme. Et c'est ça qui devient complexe. C'est ce qui devient complexe pour les personnes, parce que le monde devient fou. Il y a une universalité, si vous voulez, de l'attaque, quelque part, de la civilisation. Et, disons-le, il y a un problème islam. Aujourd'hui, c'est ce à quoi on pense, parce qu'on ne comprend plus l'islam. On va revenir sur cet aspect parce que c'est en effet un des secteurs qui est, sinon boycotté, de fait en tout cas, en désuétude un petit peu aujourd'hui depuis les attentats. Mais il y avait quand même une tradition, depuis les années 70, le début de la mondialisation, on s'est mis à voyager dans le monde entier. Et le tourisme aujourd'hui reste quand même une activité qui se développe de plus en plus. Oui, mais justement, en touchant le touriste, on touche aux valeurs occidentales. Donc, c'est quand même assez pratique, hein, au lieu d'aller attaquer différents endroits, etc. Les Asiatiques viennent aussi... Oui, mais bon, le touriste représente tout ce qui est haï, justement, par ce monde, par ces terroristes. Donc, on s'attaque aux touristes, on s'attaque à ces valeurs en même temps. Ça va plus vite que d'aller taper sur différents endroits. Donc, moi, je le vois aussi comme ça. On s'attaque à l'économie, mais c'est aussi
aussi, le tourisme est un concentré de tout ce qu'il déteste. Donc voilà, la cible est extrêmement symbolique. Et c'est pour ça que, évidemment, on n'est pas sorti d'affaires quand on est touriste. On reviendra sur cette dimension, notamment des pays musulmans qui ont des soucis économiques en ce moment à cause de ces aspects. Mais vous allez voir que la France elle-même, Paris, est aussi victime, en tout cas, des questions d'image quant à la sécurité. Il y a bien sûr eu Charlie Hebdo et puis quelques attentats, mais il y a aussi la question de la délinquance, des pickpockets. À Paris en particulier, la capitale française reste la première destination touristique mondiale, la première ville au monde en matière de tourisme, 30 millions de visiteurs étrangers par an. Mais depuis 5 ans, la délinquance, les pickpockets, les risques d'attentats, je le disais depuis janvier dernier, ont inquiété les touristes. Alors la préfecture de police et la ville de Paris ont pris les choses à bras-le-corps, se sont mobilisés. Tout n'est pas réglé, mais vous allez voir avec ce reportage de Marie-Charlotte Duluc, Laurent Saïda Diop, Joël Lefebvre et Dominique Lemarchand que les choses vont un petit peu mieux. Reportage. Tu regardes sur la gauche et des fois derrière, d'accord? Fais attention à la lésion au niveau des yeux. Rien ne doit leur échapper. On a toujours un circuit qui change. Pas que les gens soient habitués à voir une patrouille circuler au même endroit. Pas la moindre attitude, pas le moindre comportement inhabituel. Ce sergent et son unité font partie du plan Vigipirate. Nous regardons essentiellement les gens qui pourraient avoir, par exemple, laissé un colis suspect pendant un certain laps de temps au niveau de la Tour Eiffel, ou sinon qui pourraient attaquer des gens. Depuis les attentats de janvier, la France a relevé son niveau d'alerte. 7000 hommes sont déployés dans tout le pays pour surveiller des sites sensibles, lieux de culte et surtout en cette saison estivale, des zones touristiques comme la Tour Eiffel. On a aujourd'hui des soldats dont le métier est d'être attentifs à tous les signaux faibles, à tout ce qui peut varier d'un jour sur l'autre, d'une heure sur l'autre, et qui peut leur donner cette anticipation qui permettra d'avoir les quelques instants, les quelques secondes, les quelques minutes qui permettront d'échapper à un attentat. Une menace permanente qui n'a pourtant pas l'air d'effrayer ces touristes venus du monde entier. On se sent vraiment en sécurité ici. La police et les militaires sont partout. Jusqu'à maintenant, on se sent bien et heureux d'être là. De voir tous ces contrôles et tous ces soldats qui patrouillent, ça me rassure. Je me dis qu'ils pourront me protéger. Il y a toujours un risque. C'est pas pour ça qu'on doit s'enfermer. Paris est une superbe ville, c'est mon 3e jour et je me sens très en sécurité. Il y a plein de patrouilles, ils font un bon boulot. J'ai entendu plein de mauvaises choses sur Paris. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont les pickpockets et les vols. Et oui, car Paris l'été, c'est plus de 30 millions de touristes. Des visiteurs qui profitent en toute insouciance des joies de la capitale, sans se douter que pour certains, ils sont de véritables cibles. J'ai été agressée là-bas. On m'a volé mon téléphone. Ils me l'ont carrément arraché. Il y avait 2 garçons et 2 filles. Ça s'est passé sur ce trottoir. Olivier et ses collègues font partie des 26 000 policiers mobilisés pour assurer la sécurité des touristes. Des brigades de rollers, de VTT, des agents qui opèrent en plein cœur de la capitale. Donc on cherche 4 pétitionnaires filles, Rome. Ah, là on en a. Et là on a des filles. Je prends la voiture Thierry, je m'occupe des filles. Visiblement, venez là, tout de suite. Tout de suite. Les touristes américains ont été victimes de la fameuse arnaque à la pétition. C'est un téléphone ou c'est un portefeuille? Non. On sortait de l'église à Saint-Michel et ces 2 filles et 3 autres personnes nous ont approchés. Ils avaient un porte-documents et une pétition dessus. Ils ont mis le porte-document devant moi pour que je signe de manière très agressive. Ils se sont mis à pousser le porte-document contre moi et c'est là que mon téléphone
a été volé. Je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est après, quand ma sœur m'a dit « j'ai entendu parler de cette arnaque dans le guide touristique », que j'ai réalisé. Arnaque à la pétition, vol de portefeuille, vente à la sauvette. Pour ces policiers, c'est un peu le quotidien. C'est limite, c'est pas nos amis qu'on invite à nos barbecues l'été tellement on les connaît. Hein. Donc oui, on peut dire que c'est un jeu de chat et la souris journalier. L'insécurité est un véritable problème pour les touristes dans la capitale et la raison d'une certaine désaffection ces dernières années. Mais Paris tente de redorer son blason. Les vols dans les zones touristiques ont même baissé de plus de 10% en 2014. Ouais, alors il y a l'arnaque à la pétition, il y a l'arnaque au ticket de métro pour essayer de passer la Seine il y a quelques jours en plein Paris. Des touristes chinois ou maghrébins se sont fait agresser parce qu'ils refusaient de laisser passer quelques jeunes venus de l'Est pour rester politiquement corrects. Bon, c'est des choses qui arrivent, on le voit bien, et on voit bien que beaucoup de touristes dans ce reportage nous disent bon, on ne va pas s'enfermer, il y a toujours des risques. Mais tout de même, on a vu le touriste chinois, lui, nous dire oui, je suis inquiet quand même, et Paris a une image qui n'est pas très bonne sur cette... quelle est la réalité de la baisse ou non du tourisme asiatique à Paris, Jean-Pierre Si. On a quand même effectivement des baisses de visas. Ça, c'est une réalité. Venant de Chine. Venant de Chine. De demande de visa. Demande de visa. Et les Chinois que nous connaissons, et en particulier des tour opérateurs chinois, disent carrément à leurs clients, attention, faites attention, ils les mettent en garde. C'est-à-dire qu'en termes d'image, on en prend un sacré coup. Absolument. Parce que je vous assure qu'autrefois, on disait toujours que Naples, c'était dangereux, que tel endroit était dangereux. La France n'était pas connue du tout pour ça. Et là, l'image touristique de la France, d'autant plus que nous qui voyageons, je peux vous dire, je vais en Italie, je vais dans d'autres pays d'Europe, on ne voit pas partout des militaires dans les gares, dans les métros, des policiers. C'est-à-dire, certains nous disent, mais vous êtes un état de siège, carrément. Ça rassure, on a vu aussi les touristes. On dit que ça rassure. Oui, peut-être c'est rassurant, mais je n'en suis pas si sûr. Christophe Naudin. C'est très compliqué. Alors c'est vrai que les Chinois, ils sont très touchés pour beaucoup de raisons. Pourquoi ? Pour quelle raison ? D'abord, culturellement, ils ont beaucoup de cash sur eux. Et quand beaucoup de liquide. Beaucoup de liquide. Quand ils viennent en Europe, ils viennent pour faire des achats importants. Donc, évidemment, les voleurs le savent et ils s'attaquent principalement aux Chinois, aux Japonais, aux Asiatiques de façon générale. Mais il y a aussi un deuxième facteur, c'est que leur langue est complexe et nous n'avons pas en France de policiers qui sont capables, si vous voulez, de faire la traduction ou de les rassurer ou de les aider, etc. Ni même de coopération policière, comme c'est le cas avec certains pays où on a des policiers qui viennent de toute l'Europe et qui peuvent traiter leurs touristes. On n'a pas le cas avec les Chinois. Ça va venir peut-être un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et tout le monde est inquiet aujourd'hui. Les touristes à l'international sont inquiets. D'autant que cette délinquance de rue qui les cible particulièrement, elle vient de l'étranger. Elle n'est pas du tout française. Ce ne sont pas des délinquants français. Ce sont des délinquants étrangers qui viennent des pays de l'Est, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique et qui la commettent. Et en plus, si vous voulez, on a parlé du dispositif policier ou du dispositif militaire en termes de défense. C'est vrai qu'il est visuel et il n'a que cette utilité d'être visuel. Les policiers font le maximum de ce qu'ils peuvent, mais derrière, on a un autre problème, c'est le problème judiciaire. C'est-à-dire ? La justice ne suit pas. C'est-à-dire ? On applique à des étrangers les mêmes peines que celles qu'on appliquerait évidemment à des Français, ce qui est assez logique en termes de droit. Le droit est le même pour tous. Mais sauf que les étrangers, pour eux, ça les fait rire, si vous voulez. Quand on leur dit... Les trois quarts du temps, c'est des mineurs. Voilà, c'est des mineurs. Ils sont relâchés Voilà, tout de suite. ils sont relâchés immédiatement, etc. Donc, il y a une impunité absolue sur ce genre de choses qui a des conséquences extrêmement néfastes. C'est que quand vous êtes en Asie, vous entendez les gens qui disent n'allez pas en Europe ou n'allez pas en France, n'allez pas en Italie parce que ce sont des pays qui sont dangereux pour vous. Jean-Pierre Nadir, qu'est-ce qu'il en est alors du point de vue économique de la réalité de la baisse ou non du nombre de touristes asiatiques en France ? Il va y avoir cette année donc à peu près 1,5 million. Les chiffres restent importants. Voilà, 1,5 million de Chinois donc en France.
pourquoi le tourisme chinois? Alors c'est beaucoup et peu à la fois. Oui. Il y a 100 millions de Chinois qui vont voyager dans le monde. Donc si vous voulez, 1,5 million, ça c'est relativement dépend, petit. Pourquoi c'est un enjeu fondamental? Parce que ces 100 millions, c'est la plus grosse croissance donc des touristes mondiaux, premier élément. Deuxièmement, les Chinois, ça a été dit, voyagent avec de l'argent parce qu'en fait, ils dépensent beaucoup en voyage. Et donc, c'est aujourd'hui les touristes qui dépensent le plus. Donc, le marketing de tous les pays vise évidemment donc les Chinois parce que c'est une clientèle qui est absolument exceptionnelle. Il se trouve que nous, dès le départ, on a des problèmes parce qu'en fait, à Paris, on manque d'hôtels 3 étoiles, qu'on a mis les Chinois donc plutôt en Seine-Saint-Denis, qu'il faut le dire, ils se sont fait dépouiller, c'est-à-dire qu'il y a eu des agressions où les bus se sont fait arrêter. Donc on a carjacking sur l'autoroute A1. Carrément du Far West, c'est-à-dire que là on était dans des films de cow-boys. Donc maintenant les tours opérateurs se sont réorganisés, mais qu'est-ce qui se passe? Ils limitent la présence des Chinois, le nombre de jours des Chinois donc à Paris. Voilà, au profit donc de Londres notamment. Et donc là, on a un enjeu majeur. Et donc ce qui a été dit, évidemment, montre bien, on est un peu dépassé par cette insécurité. Parce que là, on est dans la petite délinquance. Et c'est finalement la plus compliquée, c'est la plus compliquée à gérer, ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on arrête des gens, mais on les relâche tout de suite. Donc on retrouve le même 2 heures après. Et c'est sûr qu'évidemment, ça, c'est très compliqué. Je ne suis pas d'accord sur l'expression petite délinquance parce que c'est de la criminalité organisée, si vous voulez. Donc au contraire, ce sont des groupes qui sont très structurés. C'est de la grande délinquance qui anime des petits délinquants. C'est de la grande délinquance qui anime des petits et qui joue sur l'impunité judiciaire. Tout à fait, parce qu'ils mettent des mineurs et qu'ils ont organisé en fonction de nos points faibles. Mais comment ça se passe à Londres, par exemple? Il n'y a pas la même délinquance à Londres? Alors d'abord, il y a certains pays pour lesquels il y a une police touristique, ce qui n'existe pas chez nous. Où, par exemple? En Égypte, par exemple, vous avez une police touristique. Au Brésil, au travail extraordinaire. Maroc, oui. Ok, vous voyagez tous, mais très bien. Mais Rio est un très bon exemple, parce que Rio, il y a 10 ans, on vous disait, n'allez pas à Rio. Hyper sécurisé. Josette connaît bien, Josette Sissic. Oui, Rio est complètement sécurisé dans les endroits touristiques, c'est-à-dire Copacabana, Ipanema, etc., les plages, où vous avez la présence effective de policiers, donc qui vous sécurisent énormément. Ça a été le cas au Maroc, on vient de le dire. À un moment donné, c'était intenable, Marrakech. Il y a 20 ans, on a installé une police touristique qui, effectivement, a quand même été assez efficace. Donc, on pourrait le faire. Tout à fait. Ça marche. Et qui, d'ailleurs, fait deux choses. À la fois, effectivement, elle évite la délinquance, mais également, elle évite les agressions verbales permanentes des commerçants, etc. C'est-à-dire que le touriste se sent protégé d'un seul coup. Vous allez dans les souks à Marrakech, il y a 10 ans, c'est une agression permanente. Et viens voir, ici, mon ami, tu vas voir. Bon, et maintenant, c'est fini tout ça. Donc, ils ont bien réussi à gérer la chose. Pourquoi est-ce que les Chinois ne se font pas autant agresser à Londres? Parce que la police est beaucoup plus rude déjà quand on attrape quelqu'un et qu'il y a une peine, il y a une peine réelle, si vous voulez, sur les délinquants. Il y a aussi un fait géographique, c'est qu'il est plus difficile pour les groupes organisés qui viennent d'Europe de l'Est d'aller à Londres. Ouais. Attention, l'accès à la Grande-Bretagne est beaucoup plus filtré. Chez nous, ça commence à l'aéroport avec les taxis, si vous voulez. Il y a déjà un problème, si vous voulez, parce que vous êtes assailli, quand vous êtes touriste, par des gens qui vous posent des taxis qui sont clandestins. Justement, il y a un téléspectateur de C'est dans l'air qui nous demande, avec cette question, mes amis étrangers adorent la France, mais disent être mal reçus, prix, sécurité, propreté, amabilité, capacité à communiquer. Comment leur donner tort? Josette Sissic. Oui, c'est le problème de l'accueil, cet éternel problème de l'accueil qu'on traîne depuis, depuis 50 ans. Voilà, on a retrouvé d'ailleurs des... C'est encore vrai aujourd'hui parce que les efforts... Alors, c'est pas exactement la vérité. C'est une image qui nous poursuit. Mais la réalité a quand même, c'est très difficile de changer des images. Donc effectivement, on continue à fonctionner sur ce cliché du mauvais accueil. Or moi, j'avais eu la possibilité de faire une étude en 2009 pour l'Office du tourisme de Paris, une étude qualitative. On a interviewé énormément de touristes français, étrangers, d'affaires, pas d'affaires, etc. Et on s'est rendu compte que non, que les touristes étaient plutôt très agréablement surpris par l'accueil qu'on leur réservait en France. Bon, c'était avant les histoires de criminalité. Ouais. Ils nous disaient, tiens, les Français parlent des langues étrangères, on ne s'y attendait pas. Oui, on s'est mis à parler davantage l'anglais, on sourit davantage quand même. Absolument. Et quand on a interrogé les Parisiens pour savoir quelle était leur perception des touristes, ça c'était extrêmement intéressant parce que on a pris 3 quartiers, des quartiers très touristiques, pas touristiques et moyennement touristiques. Dans les pas touristiques et moyennement touristiques, ils ont dit des choses extrêmement jolies sur les touristes. Ils ont dit ça détend l'atmosphère, ça donne un air de vacances à la ville, ça nous valorise, sans parler de l'apport économique. En revanche, dans les quartiers très touristiques, et malheureusement il y a des touristes qui viennent
que dans ces quartiers-là. Oui. C'est-à-dire que ça va être la Tour Eiffel, Montmartre, etc. Là, les choses ne se passent pas bien parce qu'il y a trop de monde, ça sature. Donc, c'est le paradoxe. Alors, c'est donc, là où il y a le plus voilà. de tourisme, Donc, ça se passe moins bien. Où ça se passe moins bien. Et la plupart des touristes qui viennent à Paris, c'est 2 jours et demi. Donc pendant 2 jours et demi, ils vont aller à la Tour Eiffel, au Trocadéro, autour de Notre-Dame. Donc dans les endroits saturés, donc où les choses se passent mal. Donc je pense que c'est une des explications. Évidemment, je ne peux pas vous résumer tout ce qu'on a trouvé, mais c'en est une. Oui. Jean-Pierre Lozato-Giotard. Je disais quelquefois qu'avec tous les défauts qu'on a, si en plus on n'en avait pas, on serait formidable. Déjà qu'on n'est pas si mauvais. Mais pour revenir à ce que disait Josette, en effet, dans les quartiers aujourd'hui où il y a un tourisme de découverte, ce pari insolite, les gens ont tendance aujourd'hui, les étrangers, les Français d'ailleurs, à vouloir connaître d'autres formes de tourisme, d'autres types de contacts, ça se passe très bien. Et c'est vrai que la Tour Eiffel attire les délinquants, comme la place Saint-Marc à Venise attire les délinquants. Dès qu'on a des fortes concentrations... Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'il a fallu que les employés de la Tour Eiffel, et ceux du Louvre d'ailleurs, de sécurité, se mettent en grève pour avoir un coup de main supplémentaire et qu'on comprenne peut-être qu'il fallait se mobiliser pour, peut-être il faut dire pour résoudre ces sujets-là. Je n'ai pas les statistiques tout à fait précises, mais il faut dire aussi que la croissance de la petite délinquance a été ultra rapide dans les derniers 18 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait effectivement ce genre de choses avant, mais là, ça a pris une ampleur quantitative, je dirais relative, extrêmement importante. Et c'est ça la nouveauté surtout. La médiatisation via Internet. Parce que le problème des Chinois, c'est ça, c'est qu'il y a eu une surmédiatisation de cette agression d'un autocar. Vous voulez dire qu'Internet, c'est le téléphone arabe des Chinois? Ah bah oui, ils sont tous branchés là. Il y a 600 millions de Chinois quand même sur qui est connectés à Internet et sur les réseaux sociaux. Donc ça a fait un buzz absolument incroyable, cette histoire. Donc du coup, ils étaient terrorisés. Donc ça, c'est quand même un élément important. On note aussi les lieux, pas uniquement les établissements aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais alors, juste une chose, c'est que vous dites qu'on est le premier pays touristique. Permettez-moi quand même de revenir là-dessus, puisqu'on sait bien qu'en termes de recettes, on est maintenant le 4e pays touristique, puisque la Chine, pour la première année, est passée devant la France. Et donc, ça montre bien quand même le problème de la France, c'est qu'on a un gros volume, alors sur lequel on pourrait débattre, et en tous les cas une recette unitaire qui est relativement faible, ce qui montre que les gens ne restent pas très longtemps, en tous les cas ne consomment pas beaucoup. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour la France, qui participe de tout ce qui a été dit par notre téléspectateur, ou ses amis, et qui participe aussi évidemment d'une reprise en main d'un certain nombre de sujets, dont évidemment le développement des zones touristiques à Paris, la fameuse loi Macron, qui devrait donc permettre aussi d'étendre la possibilité des commerces, puisque pour que les gens consomment, encore faut-il effectivement que les commerces soit ouvert. Donc ça, c'est quand même un enjeu important. Grosse différence avec Londres. Mais j'ai vu dans les critères souvent de critique, dans les notes pas très bonnes parfois de Paris ou deux aspects, la propreté. On dit que Paris est une ville très sale. Et puis la grève des taxis. Alors. Les taxis, pas tout ça à la fois. Josette Sissic, allez-y. Non, le problème de la propreté est dramatique. On le voit apparaître dans toutes les enquêtes qu'on fait depuis 20 ans. Paris est une ville sale. On vous dit même qu'ils sont mauvais. Les touristes vous disent, mais on rentre dans le métro, ça sent mauvais. C'est quand même impardonnable d'avoir ce type de... Mais même Delanoë l'a reconnu. Vous savez que Delanoë a fait une déclaration il y a un an et demi en disant ancien maire de Paris, ce que j'ai loupé, c'est la propreté. J'ai pas veillé assez à cet aspect des choses. Quand on va à Londres, par exemple, ou à Berlin, la comparaison est dramatique. N'est pas notre avantage, on vous l'accorde. Une anecdote tout simple. Je me suis trouvé, moi, avec des groupes de touristes américains. Nous allons dans une boulangerie. Et figurez-vous que plusieurs Américains qui étaient là n'ont pas voulu prendre les croissants, etc., parce qu'ils ont dit comment ça se fait qu'on prenne le pain, les croissants, et qu'ensuite on rende la monnaie directement. Donc vous voyez, c'est choquant. Aux États-Unis, c'est vrai que de ce côté-là, ils sont très, très précis. Et bon, ça fait partie un petit peu des anecdotes, mais c'est pas vrai. Joseph Sissic, il y a un point que développait bien Jean-Pierre Nadir, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on a un gros manque à gagner pour l'ensemble des acteurs, des professionnels du tourisme en France. À cause de tous ces aspects. Pas que. On est aussi dans une situation très concurrentielle, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Notre ami géographe pourra en parler mieux que moi. Donc aujourd'hui, on a le choix. Donc effectivement, cette concurrence fait perdre des parts de marché à la France. On est un pays dont les équipements ont vieilli beaucoup, et notamment l'hôtellerie. On a sans doute perdu beaucoup de parts de marché. On ne renouvelle pas assez le parc hôtelier. hôtelier. Et oui, beaucoup sur le balnéaire. Nos petites stations mises en plage, ça a fini. En 10 ans, 3000 hôtels en moins en France. C'est le seul pays qui n'a pas de croissance de chambres d'hôtel. Tous les pays sont plutôt à plus 5% en construction, en bâti. On est le seul pays qui régresse.
Mais comment ça se fait? Ça se fait, c'est très simple. Comment ça se fait? C'est qu'aujourd'hui, donc la législation vous incite plutôt à passer en résidence locative, plutôt effectivement donc en hôtel, parce que les rénovations coûtent très cher, parce que vous avez un certain nombre d'obligations, à commencer par la fameuse ascenseur. Donc les règles sont trop lourdes. Beaucoup trop lourd. Et donc les petits hôtels n'arrivent pas à rénover, et donc les propriétaires effectivement passent à autre chose. Et donc si vous prenez Paris, puisque c'était le cas évoqué, à Paris depuis 10 ans, vous n'avez pas construit une chambre d'hôtel. Nous avons 80 000 chambres d'hôtel. Depuis 10 ans? Oui, parce qu'en fait, vous avez des hôtels nouveaux qui sortent, les fameux palaces, mais au détriment des 3 étoiles, des 4 étoiles. À Londres, vous avez 130 000 chambres d'hôtel. À New York, vous êtes passé de 80 000 à 100 000. Nous, on stagne à 80 000. À un moment donné, si vous n'avez pas de structure d'accueil, le tourisme mondial va doubler. On est à 1,1 milliard, on va passer à 2 milliards. On va les mettre où? C'est-à-dire que déjà, il y a un vrai enjeu de créer une dynamique de construction. Jean-Pierre Lozato-Giotard, il y a un objectif qui a été fixé par Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, c'est 100 millions de touristes en France, alors qu'on est vers 80, pour 2020. Comment on va faire pour les atteindre? Alors écoutez, moi je crois que la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'elle apparaît. D'abord, je tiens à rappeler que la France n'a jamais été le numéro 1 des recettes touristiques. Il faut jamais le rappeler. Elle a été au mieux toujours 3e. Elle a toujours été battue par les États-Unis et l'Espagne, toujours en termes de recettes. Le nombre de gens qui viennent ne veut pas dire forcément l'argent gagné. Les chiffres, États-Unis, très important, États-Unis 125 milliards. Voilà. Espagne 65 milliards, la France 55 milliards. Donc vous voyez quand même les différences. Là, c'est une situation ancienne. Ce qui est nouveau, c'est que la Chine, mais ça on comprend, la Chine va devenir évidemment à la fois la première destination, le premier pays émetteur, c'est une grande évidence. Par contre, ce qui est préoccupant, c'est ce que disait donc Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que sur le plan qualitatif, je reviens donc à ce que je connais, sur le plan qualitatif, nous avons plutôt tendance à reculer. Alors, quoi? On recule, c'est-à-dire les hôtels, la qualité de certains hôtels, 2 étoiles, moyens, ça va plus très bien. Par contre, on a fait des progrès au niveau des campings. Vous voyez, en sens inverse. Les campings se sont améliorés. Maintenant, il y a une autre caractéristique française. N'oublions pas que la France, c'est le premier pays en termes de résidences secondaires. Et c'est aussi un pays qui fait beaucoup de gîtes ruraux, qui a donc des formes d'hébergement qui sont tout à fait différentes et qui correspondent de plus en plus à la demande de touristes aujourd'hui qui demandent nature, culture et autres. Donc je crois qu'il faut prendre ces problèmes, pas d'une façon trop radicale et trop caricaturale. Mais c'est vrai qu'en termes qualitatifs, nous sommes très préoccupés au ministère. Et on oublie quand même le problème de prix. La France est un pays où la brasserie, d'abord, est extrêmement chère. Donc les restaurants. Pour les jeunes le déplorent énormément. Le coca à 4-5 euros, alors qu'à Barcelone, il était à 1 euro. C'est quand même très pénalisant. Oui, il y a une telle différence. Oui, il y a ce type de différence. D'ailleurs, j'ai vu un article encore hier matin sur Slate ou je ne sais quoi qui disait mais pourquoi paye-t-on à Lisbonne, en centre-ville, 1 euro un jus d'orange, et pourquoi on le paye 5 euros à Paris? Donc on a quand même ce problème, la restauration qui reste malgré tout chère, et l'hôtellerie dont les prix flambent dès qu'on est en période en haute saison, c'est-à-dire septembre, octobre, etc., où les hôteliers multiplient les prix sous prétexte qu'il y a des congrès et autres. Alors, on vient d'évoquer ce qu'on pouvait améliorer et le facteur sécurité et son impact sur le tourisme français, mais on va voir aussi tout de même, il faut le rappeler, que les premières victimes du terrorisme et de la délinquance aujourd'hui en matière touristique, ce sont les pays musulmans de la Méditerranée, la Tunisie en particulier, qui a perdu 80% de ses visiteurs étrangers depuis l'attentat de Sousse. Dans ce pays où le tourisme engendre 400 000 emplois directs, c'est donc une catastrophe. Du coup, la Tunisie est devenue une destination. Très bon marché. Reportage sur place de François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. Depuis que l'attentat s'est arrivé, pratiquement tout le monde est parti. Il y a combien de touristes dans l'hôtel? Ce jour-là, il y avait 670, je crois. Et aujourd'hui? Maintenant, il y a 11 clients. Un mois après cet attentat revendiqué par Daesh, qui a coûté la vie à 38 personnes, dont 30 britanniques sur cette plage de Sousse, les touristes ont déserté la Tunisie. Aujourd'hui, sur les plages, on croise plus d'hommes en armes que de touristes étrangers. Officiers en civil, quad, police maritime, garde montée, les forces de l'ordre sont omniprésentes. Les autorités tunisiennes veulent rassurer les touristes. On va aider toujours, tout le temps. C'est notre travail pour la sécurité des touristes.
Oui, ça rassure, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se dit, ils sont là s'il y a quelque chose. Maintenant, ça peut être juste quand ils vont pas être là qu'ils vont être... mais non, je pense que ça rassure, tout à fait. Parce qu'il y en a partout, en fait. Malgré cet important dispositif de sécurité, la Tunisie peine à attirer les étrangers. Le jour de l'attentat, il y avait 26 000 touristes dans la cité balnéaire. Aujourd'hui, à peine 2 000, soit 5% de la capacité hôtelière. Pourquoi? Juste à cause d'un seul fou qui a tiré sur la plage? Non, il faut venir en Tunisie. J'adore la Tunisie. On adore la Tunisie. Le soleil brille, c'est top. Vous n'avez pas changé vos plans après ce qui s'est passé? Non, bah non, pas de raison de changer, justement. Enfin, il y a pas... Je veux dire, on a eu des attentats sur Paris, il y en a eu ailleurs. Après, oui, on est juste à côté. Les premières réflexions des gens autour de nous, ça a été justement, vous y allez quand même. De toute façon, on est à l'abri nulle part. Je veux dire, déjà, on a pris l'avion pour venir, avec les événements d'avant, donc... Les policiers contrôlent aussi les points d'accès à la station balnéaire. Barrages filtrants, contrôle et fouille des voitures. On a des policiers qui sont armés à un fusil et autres à un pistolet normal. Nous avons installé des agents avec un fusil directement à la porte de l'hôtel. Depuis l'attaque du 26 juin ici à Sousse, le gouvernement tunisien a mis à la disposition des hôtels 1300 agents armés. Ça, c'est notre plage privée de toute façon. Comme vous voyez, c'est vide maintenant. Nous avions avant l'attentat 1400 clients ici. 1400 clients à l'hôtel. Et maintenant, nous avons 135 aujourd'hui, pas plus. C'est une catastrophe pour vous? Catastrophe pour les hôteliers, pour la Tunisie, pour l'économie tunisienne. À ce moment-là, l'année dernière, nous avions 1500 clients à l'hôtel. L'hôtel était complet. 80% de clients en moins. Pour ce directeur d'hôtel, la saison estivale est déjà perdue. Les conséquences sont lourdes pour l'économie tunisienne. Le tourisme représente plus de 7% du PIB, 400 000 emplois directs et 2 millions indirects, dans un pays où le taux de chômage frôle déjà les 15%. Vous avez combien de salariés, vous, ici? Maintenant, bien avant l'attentat. De toute façon, avant l'attentat, nous avons 420 employés, de toute façon. Et maintenant, on tourne avec 156 employés, pas plus. Parce que l'occupation est très basse, 135 personnes, donc on a réduit le personnel. Nous sommes obligés de réduire le personnel. Nous sommes obligés de réduire. Pour faire face et éviter la fermeture de nombreux hôtels, les professionnels du tourisme tunisien cassent les prix. Aujourd'hui, on trouve des séjours tout compris à moins de 300 € la semaine. Voilà, alors l'eau est chaude, le soleil est là et certains touristes qui y retournent font de bonnes affaires. Mais question SMS, question d'un téléspectateur de C'est dans l'air, se peut-il que la déstabilisation de certains pays arabes ait pour but de repousser les touristes? Il y a une stratégie... Ah oui, il y a clairement une stratégie, effectivement, de repousser tout ce qui symbolise l'Occident. Et tout ce qui symbolise la mécréance. Mais là, il s'agit de déstabiliser l'économie de ces pays-là, surtout. Aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on considère que les musulmans qui soutiennent ou qui aident cette industrie sont eux-mêmes des mécréants et qu'il faut lutter contre eux. Les premières victimes du terrorisme en général, ce sont les musulmans, les plus importantes. Et ce qui est compliqué, c'est que on essaye de mettre en place tout un tas de mesures qui sont illusoires, il faut quand même être clair. On a deux types de menaces aujourd'hui terroristes. On a le vecteur extérieur, qui vient frapper, c'est généralement très organisé, c'est pensé, etc. Et puis désormais, on a, et c'est nouveau dans cette stratégie, le vecteur intérieur. C'est-à-dire qu'on a métastasé en fait l'ensemble des sociétés et occidentales et musulmanes. Les fameuses initiatives solitaires, les Exactement. Solitaires. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas en capacité d'aller combattre pour Daesh en Syrie, faites votre djihad vous-même. Faites l'action que vous souhaitez faire. Donc on a des gens qui surgissent comme ça, qu'on ne connaît pas, qu'on n'avait pas repérés, et qui commettent des attentats amateurs, mais dangereux. Oui, cela dit, cette sécurité omniprésente, c'est favorable, c'est défavorable? En Tunisie, comme ça a une part d'efficacité quand même. Ça a une part d'efficacité quand ce sont les moyens de l'État qui sont engagés, c'est-à-dire quand on a des policiers ou des gendarmes qui sont en place. Mais quand on essaye de remplacer ces policiers qui coûtent cher ou ces gendarmes qui coûtent cher
par des sociétés privées de sécurité, ça n'a plus aucun impact. Josette Sissik, le tourisme en Tunisie, on voit que certains résistent et y vont toujours parce qu'ils voient bien que c'est tout de même un pays magnifique. Comment vous le voyez évoluer ? Moi, je suis très pessimiste. Les gens ont peur, ils ont raison d'avoir peur. On parle de cet ennemi invisible, il est partout. C'est pas parce qu'il y a des policiers qu'il peut pas surgir d'un moment à l'autre. Donc c'est quand même, ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver à Paris, ça peut arriver n'importe où. Donc c'est quand même tout à fait terrifiant. On n'a pas d'armes pour lutter contre. Donc la Tunisie a quand même été frappée 2 fois, coup sur coup. Elle est à côté de la Libye. C'est quand même pas très sécurisant. Donc moi je le vois malheureusement très mal évoluer comme en Égypte. Et les gens savent aujourd'hui, il y a une surmédiatisation bien sûr de tout ce qui est terrorisme. Les gens sont plus ou moins fragiles aussi. Qu'est-ce qu'il en est du tourisme en Égypte précisément, vous venez de la citer ? Effondré. Il ne tourne plus qu'avec les touristes russes et un peu les touristes italiens, parce qu'il y a quand même la peur, c'est aussi une question de proximité. Tous ces pays sont à côté de chez nous. Il y a une proximité géographique, une proximité historique, une proximité culturelle. Donc évidemment, on est beaucoup plus vulnérable quand on est européen que quand il y a un attentat en Inde qui ne touche que des Indiens, parce que ceux-là sont très loin. Donc il y a la grande histoire, puis il y a la petite histoire aussi, il y a l'histoire individuelle de chacun qui va jouer. Donc il y a plein de choses qui font qu'on a plus ou moins peur. Donc en ce moment, on a plutôt plus peur. Et ce qui est intéressant quand on est touriste, et ça on l'avait étudié aussi, c'est qu'en fait, il y a des gens, c'était après les attentats de Londres, il y a des touristes qui ont les moyens d'avoir peur, c'est-à-dire qu'ils ont acheter des billets qu'ils peuvent échanger ou des forfaits, etc., qu'ils ont les moyens d'échanger, de reporter, etc. Donc, ils ont les moyens économiques d'avoir peur. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir peur parce que leur forfait n'est pas échangeable, ni reportable. Donc, ceux-là, ils essayent de se raisonner, de se donner du courage et de dire, tant pis, on y va. Et là, je trouve qu'il y a vraiment c'est intéressant, qu'il y a un véritable gouffre entre ceux qui peuvent se permettre d'avoir peur. En gros, tout le monde a peur, à mon avis. Il y a ceux qui peuvent se permettre d'annuler et ceux qui, malheureusement, comme les gens qu'on a vus là, qui disent bon tant pis, on y va quoi. Jean-Pierre Nadir, les destinations. Alors, il y a d'autres destinations qu'on a discuté. On dit que la Turquie aussi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, on peut rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, clairement aujourd'hui, les destinations d'obédience musulmane n'ont pas la cote et sont considérées comme effectivement des destinations à risque, très clairement, puisqu'on voit que le Maroc, qui lui pour l'instant donc n'a pas connu de problème particulier, est aussi en très forte baisse. Alors je ne donnerai pas de chiffres parce qu'il y a un marketing du chiffre et que les Marocains disent que finalement ça marche très bien, mais enfin quand on y va, c'est pas l'impression que ça donne. Pour revenir à nos amis tunisiens, moi je pense quand même qu'il faut avoir un sentiment de solidarité avec eux. Les Tunisiens sont nos frères, sont des gens qui nous ont accueillis pendant des années. On a été en vacances les uns et les autres, des tarifs des autres concurrence, dans des conditions qui étaient formidables. Et aujourd'hui, voilà un pays donc, qui est au bord de l'implosion sociale, parce qu'évidemment, on l'a dit, 400 000 emplois directs, mais surtout 2 millions indirects, et peut-être même plus. Et on voit bien que l'hôtelier qui intervenait et qui passe de 450 personnes à 150, en Tunisie, il n'y a pas d'avantage social, il n'y a pas de pôle emploi, et quand vous êtes renvoyé, vous ne touchez plus de salaire. Donc là, on va avoir une manne pour le terrorisme extraordinaire, ça continue comme ça, parce qu'en fait, il y a des corps de gens qui vont être totalement inactifs, des familles entières qui vont se retrouver sans le sou, et évidemment, ça c'est un terreau. Donc il faut lutter contre ça, et clairement, effectivement, donc réussir à recréer une dynamique. Alors, je pense que... Vous faites comment ? Alors, je pense qu'après le Bardo, nos amis tunisiens n'ont... Le musée du Bardo. L'attentat du musée du Bardo, donc qui concernait des croisiéristes, qui allaient en excursion. Je crois qu'ils n'ont pas été... La réaction n'a pas été assez forte. Et qu'ils ont finalement pris les choses de manière un peu molle. Là, très clairement, après Sousse, ils sont en train de prendre des mesures extrêmement fortes, alors avec les moyens qui sont les leurs. Évidemment, donc, la Tunisie n'a pas, par exemple, l'armée égyptienne, donc ils ont des moyens beaucoup plus faibles, mais la France, manifestement, est en train de les aider. On va investir à leur côté, parce que de toute façon, la frontière d'après, c'est nous, donc on a tout à fait intérêt. C'est pas trop tard quand on voit qu'il y a plus de militaires que de touristes parfois sur les plages. La saison dont on parle, évidemment, donc celle-là, donc elle n'a plus de sens, elle est trop tard. Vous savez, au plus haut, la Tunisie a accueilli 1 600 000 Français. Cette année, ils vont faire 300 000 Français. Les seuls clients qui vont réussir à développer, c'est les Algériens, qui vont venir en masse, donc à des tout petits prix, mais qui évidemment donc, seront des contributeurs assez modestes
à l'économie égyptienne. Par contre, en nombre, effectivement, donc ils vont faire un score important. Je rappelle juste que les Anglais n'y vont plus, il y a interdiction pour les Anglais, les Belges n'y vont plus, donc les Hollandais non plus. Donc déjà, si vous voulez, ces marchés sont coupés. Jean-Pierre Lozato-Gétard. Oui, la situation est assez, une fois de plus, complexe. J'ai eu le plaisir, en 1987, d'inaugurer pour Al-Kantaoui, c'est-à-dire Sousse, et de bien connaître les lieux des attentats et de participer déjà à 2 missions précédentes avec, entre les Français et les Tunisiens. En fait, le cas de la Tunisie est un peu particulier. Je m'explique. Dans un ensemble géostratégique qui intègre les périls dont nous venons de parler, il faut comprendre que la Tunisie, c'est le maillon faible de tout le système. C'est-à-dire que c'est le pays le plus faible. C'est aussi le pays qui a une situation géostratégique très importante. C'est un pont entre l'Europe et donc le Maghreb. Et tout ça explique que, jusqu'à l'attentat du Bardo, le gouvernement tunisien, c'est vrai, il n'a pas trop réagi, on peut dire. Mais depuis, je rappelle que récemment, il y a eu l'état d'urgence a été décrété. Et il est toujours en vigueur. C'est les mesures qu'évoquait Jean-Pierre. Absolument. D'autre part, ce sont des militaires et des policiers aujourd'hui qui sont chargés de la sécurité. Et l'Algérie est solidaire pour une raison qui est une raison non pas très touristique. C'est que les djihadistes sont effectivement dans la montagne, tout près de la frontière algérienne, et que les Algériens eux-mêmes sont en lutte contre les djihadistes. Et par conséquent, l'aide qu'apportent les Algériens, alors ils nous disent, nos amis algériens, et je tiens à le dire parce que j'ai des liens très précis avec eux actuellement, non, ils nous disent, écoutez, nous on est là surtout pour essayer de faire un barrage aux djihadistes. Alors on va essayer de faire en sorte que des touristes algériens puissent y aller, mais la situation effectivement est extrêmement difficile. Il faut rappeler aussi que l'Algérie, par rapport au Maroc, à l'Égypte et autres, c'est le pays qui fournit le plus de djihadistes par le nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a en gros 3500 Tunisiens aujourd'hui dans les troupes de Daesh, ce qui est considérable si on fait le rapport à la population tunisienne. La Turquie aujourd'hui est une destination, alors on va parler de la Grèce dans un instant, mais une destination qui a vu chuter aussi. Mais qui va souffrir. Et qui va souffrir énormément parce que pendant des années, on a expliqué à la Turquie que le PKK c'était pas bien, etc., que les Kurdes, etc., il fallait assurer la sécurité de l'État en combattant contre le PKK. Et le PKK, c'est le parti kurde. Le parti des Kurdes. Et puis aujourd'hui, alors que Daesh, effectivement, est dans la zone syrio-irakienne, on leur dit « Ah non, maintenant les Kurdes, c'est nos amis. Donc vous devez être gentils avec les Kurdes. » Évidemment, les Turcs n'y comprennent plus rien. Du coup, la destination Turquie souffre énormément, puisqu'on sait que c'est un pays de transit pour aller vers la Syrie. Quels sont les touristes qui vont là-bas ? Mais pourtant, aller à Ankara, aller à Istanbul, ça reste magnifique. Istanbul, oui. Istanbul, oui. Ankara, je ne suis pas certain. Parce que, voilà. Dans nos statistiques, nous, de djihadistes, puisqu'on en parlait, c'est très intéressant, des gens qui vont en Syrie, on arrive à comptabiliser les gens qui sont en Syrie. Par contre, ce qu'on ne comptabilise pas du tout, c'est les familles entières qui partent en Turquie et dont on ne sait pas si elles passent ou non la frontière. Pour rejoindre Daesh. Pour rejoindre Daesh. Donc ceux-là, ils sont considérés comme des touristes. Donc évidemment, le tourisme, il est en train de changer, il est en train de se modifier. Il y a une vague comme ça de gens qui quittent certains pays d'Europe, et la France en particulier, pour aller s'installer d'abord en Turquie avant de passer ensuite en Syrie. Absolument, et qui est beaucoup plus importante que ce qu'on croit. Mais vous parlez de famille ? Oui, je parle de famille, parce que les gens ne partent pas tout seuls. On a l'impression, quand on nous dit il y a 1600, 1700 combattants, etc., que les gens ils partent tout seuls, etc. Mais ce n'est pas du tout vrai. En fait, il y a des familles entières qui partent. Parfois, on laisse la femme et les enfants à la frontière, et puis on va combattre, et on revient quelques mois plus tard. Parfois, tout le monde passe à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les statistiques que l'on a sur le sujet sont mauvaises. Parce que le paramètre de choix... Elles sont fausses, ça vous voulez nous dire. Oui, elles sont fausses, voilà. Le paramètre de choix... Alors, si vous voulez, on pourrait dire qu'elles sont vraies déjà... parce qu'on va choisir un critère... Elles sont déjà pas très rassurantes, hein, excusez-moi. Mais... On est là pour dire la vérité. Ouais. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de gens, on va parler de la France, français, combattent là-bas. On le sait un petit peu mieux pour ce qui concerne l'Algérie, pour ce qui concerne la Tunisie, effectivement, parce que les effectifs sont beaucoup plus importants. Alors, oui, allez-y. Donc je vais compléter en ce sens que les services français essayent de... Services secrets, les services de sécurité. De renseignement, on va dire. Les services de renseignement essaient de savoir à peu près.
Si on prend le cas de la Côte d'Azur, que je connais plus particulièrement, je peux vous dire qu'on connaît pertinemment les familles en question. Elles sont identifiées. Et effectivement, on a vu tout d'un coup, du jour au lendemain, des familles entières partir vers la Turquie. Alors, quand on sait que c'était des familles islamistes, on s'imagine qu'elles ne sont pas allées se baigner à Antalya. Juste un tour de table, je dirais, sur ce... Alors là, je vous demande, j'allais dire, de vous mouiller. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous conseillez tout de même aujourd'hui aux touristes français dans ces pays-là? Est-ce qu'on peut aller, si on souhaite le faire, en Tunisie? Vous disiez qu'il faut y aller, au Maroc bien sûr, en Turquie, en Égypte, le Liban, parce qu'il y a le Liban, Oman, la Jordanie, qui sont des pays magnifiques et où... Alors, c'est tous les riches. pays. Alors, attendez, pas tous à la fois. Josette Sissik. Non, il y a quand même deux types de pays musulmans. Hein. Il y a effectivement le Maroc, le Maghreb, etc. Bon, qui est très pénalisé par le terrorisme. Et moi, franchement, je conseille aux gens qui ont peur. Bon, je suis pas très autorisée pour donner des conseils, mais quand même, si on a peur, on n'y va pas parce que le danger est quand même là. Après, vous avez les autres pays musulmans qui sont les riches. Et ceux-là, comme par hasard, ne souffrent. C'est Dubaï, c'est Oman, c'est Abu Dhabi, c'est l'Arabie. L'Arabie Saoudite est parmi les premières destinations touristiques du monde. Hein. Je crois qu'elle est dans le top 10. Ou dans il y a beaucoup de tourisme en Arabie Saoudite. Ah oui, un tourisme d'affaires, mais enfin, il y a beaucoup. Et puis le pèlerinage. Il y a le pèlerinage à la Mecque. Il y a la Mecque, quand même. Donc ça fait grimper assez haut sur le podium. Bien sûr. Donc ces pays-là, comme par hasard, on les trouve, c'est les mille et une nuits, quoi. Hein. On ne pense même pas que ce sont des pays musulmans qui peuvent eux aussi, à un moment donné. Donc c'est assez étonnant comme il fonctionne. La Jordanie, le Liban, c'est trop proche de la Syrie ou... Bon, le Liban, pour des tas de raisons, c'est un beau, pays... oui, d'accord, mais vous avez 1 million de réfugiés syriens au Liban. C'est pas très sécurisant. Bon, puis ça peut éclater n'importe où, le Liban. Vos conseillers à vous, Jean-Pierre Nadir, qui surveillaient tous les voyagistes. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs en la matière, donc on sait que c'est toujours très compliqué. Mais en tous les cas, personnellement, je pense que si on raisonne par zone, en Tunisie, je pense qu'on peut aller à Djerba, parce qu'encore une fois, donc, la zone qui a été touchée, Sousse pour El Kantaoui, est une zone beaucoup plus ouverte. Moi, je pense qu'on peut aller à Djerba. Je pense qu'en Turquie, on peut aller à Bodrum ou à Antalya. Ça me semble effectivement, donc aujourd'hui, encore une fois, je ne conteste pas tout ce qui a été dit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Antalya, vous avez 200 000 chambres d'hôtel. C'est-à-dire que c'est un tiers de la production française. Sur la Méditerranée. Hein. C'est un spot balnéaire qui est absolument incroyable, qui a connu de grandes heures et qui aujourd'hui, évidemment, donc depuis 3 ans, est en forte baisse, à la fois pour ce qui a été évoqué, mais aussi pour les prises de position d'Erdogan, qui n'ont pas toujours été très bien comprises en Europe. Mais je pense qu'on peut effectivement y aller de manière relativement sécure. Et si vous voulez, de toute façon, il faut bien aller quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous dites qu'on ne peut plus aller en Turquie, on ne peut plus aller en Égypte, on ne peut plus aller en Tunisie, on ne peut plus aller au Maroc, et on va où? Alors on va un peu au Portugal, on va en Espagne, mais c'est déjà plein partout, si vous voulez. Et donc il y a un moment donné où, de toute façon, cette carte, il faut bien la reconsidérer. Alors on va voir que, précisément, il y a un des pays qui était sur la sellette pour d'autres raisons. Il y a quelques semaines, c'est la Grèce. La Grèce qui est la grande bénéficiaire de cette inquiétude et de ce changement de choix, d'arbitrage, en tout cas, dans la volonté de touristes d'aller ailleurs qu'en France cette année. La Grèce, donc malgré la crise économique, malgré les menaces de sortie de l'euro à un moment donné, malgré les rumeurs sur le fait qu'on ne pouvait pas tirer d'argent liquide en Grèce, eh bien, elle séduit les touristes. Et cette année, eh bien, elle cartonne même, si je puis me permettre l'expression, avec aussi de très bons prix. Vous allez le voir, reportage en Grèce, Barbara Steck et David Lemarchand pour C'est dans l'air. Au large d'Athènes, sur la route des îles, dans le regard des touristes, de l'émerveillement. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à découvrir ou redécouvrir la Grèce. C'est magnifique et les gens sont très sympas et la nourriture est juste excellente. Surtout la nourriture, j'adore ça. Le climat est génial, tout est génial. On vient ici tous les ans pour 3 semaines, depuis 6 ans, donc on adore la Grèce. Première étape, sur l'île d'Égine, sauvage et pittoresque. Ici, la crise politique est venue bouleverser une saison qui s'annonçait record. De nombreux Grecs ont annulé leur voyage et les étrangers ont besoin d'être rassurés. Ils envoient des mails pour demander si tout va bien, s'ils pourront retirer de l'argent au distributeur, si les bateaux fonctionnent normalement.
Allô, oui? Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Cette fois, pas d'annulation, mais une simple modification. Ok, ok, tout va bien. Oui, oui, tout fonctionne normalement. On vous attend le 15. Au revoir, merci. Nous avons quelques annulations, mais ce qui a fortement baissé, ce sont les réservations pour la fin de l'été et aussi les réservations de dernière minute. Avec des prix cassés et des offres spéciales, cet hôtelier compte rattraper ce retard. Sur les plages, ça lézarde toujours autant au soleil. La crise ne change rien pour ces vacanciers qui ont pris leur disposition. Moi, j'étais au courant de la situation et des éventuels problèmes de retrait de liquide. Donc je suis venu avec plein de cash. Et on utilise notre carte de crédit dès que possible, donc pour moi il n'y a pas de problème. Je ne vis pas là et je viens juste en touriste ici pour des vacances. Donc j'ai pas de problème avec tout ça. Pour ce plagiste, malgré un nouvel accord politique, l'avenir de la Grèce reste très incertain. Mais pour le tourisme, il n'est pas inquiet. Si l'accord ne marche pas et que la Grèce sort de l'euro, ce sera moins cher et plus compétitif. Une autre politique sera mise en place. Une politique qui ne sera pas basée sur Schengen. Une politique hors Schengen serait intéressante. C'est-à-dire que les touristes comme les Russes, les Chinois, les Indiens pourraient venir acheter et consommer en Grèce sans devoir attendre 2 mois pour un visa. De manière générale, je pense que l'Union européenne est une partie de nous, de notre ADN. Mais la manière dont cela fonctionne en ce moment, la seule chose qu'elle fait, c'est de freiner la croissance et de minimiser les libertés des êtres humains. Sur l'île voisine de Poros, ce restaurateur fait bonne figure. La clientèle est au rendez-vous, mais il a peur que les mesures exigées par les créanciers, en particulier la hausse de la TVA, mettent en danger le secteur. Une augmentation de la TVA dans la restauration et dans l'hôtellerie va avoir une influence sur le tourisme. Car il y a des destinations comme la Turquie ou l'Italie où les taxes touristiques sont beaucoup plus basses. Rester compétitif, mais à quel prix? Ce restaurateur ne veut pas faire payer l'addition à ses clients. Résultat, moins de profit et d'embauche dans un secteur qui emploie 1 personne sur 5 en Grèce. Alors notre émission, ce C'est dans l'air ce soir, c'est la sécurité et le tourisme. Et il n'y a pas au sens de la délinquance ou du terrorisme de problème de sécurité en Grèce. Hein. Non, il n'y en a pas. Et pourtant, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Donc on voit que c'est un des facteurs les plus importants, peut-être après le budget, de choix des gens. Et puis il y a un autre facteur en ce qui concerne la Grèce. D'abord, c'est la même monnaie, donc c'est quand même bien pratique. Et deuxièmement, il y a une territorialité, il y a une continuité territoriale, ce qui fait que si on a un problème en Grèce, on peut s'en aller rapidement, sans difficulté. Ce qui n'est pas possible quand on est sur une île, quand on est isolé. Josette Cissé, vous croyez que les gens aussi ont choisi finalement de se dire allez, on va les aider parce qu'ils ont eu des gros soucis, ils veulent soutenir Tsipras ou le gouvernement ou en tout cas la population grecque? Alors, n'exagérons rien. La Grèce a toujours été une grande destination touristique, il ne faut pas l'oublier. Pour les Français, pour tout le monde. Hein. Les C'est un pays qui doit être 15e aujourd'hui au niveau classement, c'est un petit pays, il y a 16 à 20 millions de touristes. C'est un tourisme, on n'a pas attendu aussi, même le XXe siècle. Historiquement, tout le monde a été en Grèce, ça a été un voyage initiatique pour beaucoup de grands écrivains, d'ailleurs, que ce soit Théophile Gautier, Freud, etc. On allait en Grèce. Donc il y a quand même une histoire. Une racine culturelle européenne. Il y a énormément de Français qui sont très hellénophiles, c'est comme ça qu'on dit, donc qui fréquentent ce pays. En ce qui concerne la progression, elle a eu lieu depuis 4 ans déjà, et l'an dernier, la Grèce elle date pas des à problèmes plus avec 23%, ce qui est quand même énorme, sur tous les marchés. Et sur le marché français, on est passé de 500 à 600 000, donc à peu près. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors que cette année, il y ait eu effectivement une envie de Grèce, parce que ce pays a été très médiatisé, a été très malmené par les médias européens. Et ça, les Grecs, moi j'étais en Grèce à ce moment-là, les Grecs l'ont très très mal vécu à un moment donné, d'entendre, de voir ce qu'on pouvait dire sur la Grèce. Donc, fait qu'il y a eu
incontestablement un élan de solidarité de la part de gens plutôt de gauche, il faut quand même le reconnaître, plutôt des soutiens à Syriza qui se sont dit on va y aller. Mais il y a deux Grèces aussi. Il y a une Grèce, il ne faut pas oublier ça, il y a une Grèce très touristique, donc chère, donc on n'y va pas pour faire des affaires, que ce soit Mykonos, Santorin ou même Athènes. Ça reste quand même une destination. Même là, en bradant les prix en ce moment. Ils ne sont pas tellement bradés. Alors moi, ça, ce qu'on a vu quand même, c'est dans le reportage. Les prix de tour opérateur, mais bon, c'est pas que ça. Et puis après, vous avez effectivement cette Grèce magique de 400 îles dans lequel il y a peu de tourisme. Et c'est la Grèce aussi du mois de juin et du mois de septembre. C'est pas la Grèce. Donc, ceux qui veulent faire de bonnes affaires en y allant au mois d'août, c'est raté à mon avis. Il vaut mieux y aller à attendre le mois de septembre. Et, vous confirmez, vous qui étiez en Grèce il y a quelques jours, qu'il n'y a pas de problème de sécurité spécifique. Aucun problème de sécurité, aucun problème d'argent. On a fait frémir tout le monde en disant amenez des valises de billets. Ça, c'est les affaires étrangères. En France, moi, j'ai été hébergée. Oui, ça aurait pu attirer la convoitise, pourtant. Ça, non, mais attendez, les touristes pouvaient retirer avec une carte internationale 600 € par jour. Donc, je peux vous dire qu'avec 600 € par jour, vous n'avez pas beaucoup de soucis. Tout le monde ne peut pas les retirer, même quand on est touriste en Grèce. Même les Grecs, ils pouvaient retirer 60 € par jour. 60 € par jour en Grèce, c'est énorme. Alors, regardez, cette question d'un téléspectateur de C'est dans l'air qui nous dit heureux que la Grèce profite du tourisme cet été, j'y étais en juin, il le mérite. C'est une forme de référendum à l'envers, finalement, venant de France et d'Europe, qui dit Tsipras, ou en tout cas les Grecs, on les soutient. On veut qu'ils restent dans l'Europe. En tous les cas, c'est un vrai message d'espoir, parce qu'il y a 4 ans, je rappelle que la Grèce était en difficulté sur le plan touristique. Ils ont fait 12 millions donc, de visiteurs, et cette année, ils vont passer les 20 millions. Donc il y a eu une relance de la Grèce absolument incroyable. Et ça devient une destination phare, puisque cette année, même, certains chiffres diraient 24 millions de touristes qui deviendraient, alors là, pour le coup, très conséquents. Vous l'expliquez comment, alors? Je l'explique par plusieurs choses. D'abord, encore une fois, ils ont beaucoup d'hôtels. Ils ont 600 000 chambres d'hôtel en Grèce. C'est-à-dire qu'ils en ont quasiment autant qu'en France. Donc déjà, c'est un acte 1. En acte 2, donc, il y a un tour operating extrêmement développé, avec beaucoup d'avions, un rapport qualité-prix qui est quand même, ça a été dit, donc relativement intéressant, une très bonne qualité d'accueil, et puis surtout, effectivement, donc, beaucoup de choses à faire et à voir. C'est évident. Donc, ils ont un patrimoine à disposition qui est absolument donc, incroyable. Et puis, la diversité des îles fait que finalement, ils ont une offre quasiment inégalée sur la carte du tourisme. On va passer maintenant, merci, aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Alors, première question, est-ce en raison de l'insécurité de certains pays méditerranéens que le tourisme de croisière, en revanche, est en plein essor? Alors, Jean-Pierre Lozato-Giota. Oui, le tourisme de croisière, on peut remarquer que depuis plusieurs années, il est en croissance très forte. Oui. Et, indépendamment de tout ce qui s'est passé. Et il y a un lien, là, quand même, avec ces questions? Est-ce qu'il y a un lien? Écoutez, pas vraiment. Non. Si ce n'est que, il y a quand même une petite nuance aujourd'hui. Certes, le nombre de croisiéristes continue à augmenter. Si je prends la Méditerranée, alors attention, il faut bien s'entendre. La Méditerranée, c'est 2 millions de croisiéristes sur les 22 ou 24 millions qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, la Méditerranée, c'est à peu près 10% seulement des croisiéristes dans le monde. Il faut le rappeler quand même. Mais la croissance est forte en Méditerranée. Ce que nous constatons, nous, aujourd'hui, avec notamment les fédérations des grandes sociétés de croisière, ce que nous constatons, c'est qu'actuellement, effectivement, ils ont tendance à éviter la Tunisie, à éviter les pays qui sont évidemment en danger. Leurs bateaux vont pas... Alors du coup, on a de nouveau des circuits qui se refont. Là. C'est des circuits qui privilégient Venise, qui privilégient la Turquie, le sud de la Turquie, Malte, Chypre et Barcelone, par exemple. Donc là, il y a quand même, c'est vrai... de nouveau, un New Deal, si on peut dire, des croisières. Autre question, Christophe Naudin. Il était question de faire appel à des policiers chinois dans la capitale, à Paris, il y a 1 an ou 2. Qu'en est-il? Et on en est à 2 policiers chinois, je crois. 2? Donc 2. Ouais. Il y en a un qui est à Marseille, un qui est à Paris. Ah, il n'y en a même pas 2 à Paris? Non, il n'y en a pas 2 à Paris, non. Mais on n'est pas, je veux dire, c'est pas dans ces termes-là, si vous voulez, qu'il faut faire de l'alibi. C'est une centaine de policiers chinois qu'il faudrait avoir, comme il faudrait avoir quelques centaines de policiers étrangers qui travaillent avec nos gardiens de la paix. Alors, question dans la foulée, je dirais, à quand une tolérance zéro comme à New York pour protéger nos touristes?
Ça, c'est une question sociétale. Il y a des réponses politiques à apporter que je ne peux pas évidemment apporter. Mais ce serait la solution? C'est une des solutions. Il y en a d'autres. Il faut arrêter, par exemple, les bêtises écologistes de dire on éteint la lumière, etc., parce qu'on fait des économies. La lumière génère un sentiment de sécurité qui est extrêmement important pour les touristes, dans le métro et ailleurs. Et donc là, voilà, il faut travailler sur des choses simples comme ça, mais qui vont parfois à l'encontre des idées actuelles. Alors là, par exemple, un téléspectateur qui pourrait être un commerçant, par exemple, nous dit ne cherchons pas, il n'y a pas pire pour les touristes que l'insécurité. Je dirais même que la petite délinquance flingue le tourisme. C'est votre sentiment? Oui, c'est ce qui a été dit. Vous qui suivez les tour opérateurs, vous avez le sentiment que ça reste un élément qui détermine leur stratégie commerciale? Oui, enfin, surtout effectivement donc, la géopolitique hein, qu'on a longuement évoquée. Mais très clairement, je pense que ce qui a été dit là est tout à fait intéressant sur les deux Chinois. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une vraie stratégie touristique avec des chiffres, avec des ambitions et qu'on dise on fait 55 milliards, on veut monter à 70 milliards, 15 milliards de plus. Pour ça, donc, on va investir dans des policiers, dans la propreté. Voilà, qu'on ait un programme. Vous savez, Bloomberg, pendant des années, chaque année au mois de janvier, maire de New York, donnait des chiffres. Il faisait une conférence de presse le 15 janvier. Il disait cette année, on est à plus tant en termes de chiffre d'affaires, on a investi tant, etc., etc. Et cette politique zéro est née de ça. C'est ce qui manque en France, une vision chiffrée. Jean-Pierre Lozette. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. La France a eu la chance de faire un tourisme facile, on va dire, pendant des années. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence internationale, hein, que ce soit en qualité, que ce soit en termes techniques et autres. Mais une dernière remarque, on voit bien que lorsqu'il s'agit d'économie, c'est jamais un gros problème. Même si la Grèce a des problèmes économiques, ça n'empêche pas d'avoir des touristes. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est renversé. Avant, c'était le prix, c'était le budget, etc. Aujourd'hui, on constate que la sécurité est devenue numéro un. Ouais. Alors, je voudrais vous parliez un instant de la propreté. Question provinciale. Je suis monté à Paris pour un long week-end. La capitale est sale et j'ai passé mon séjour à surveiller mes affaires. C'est désolant. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les provinciaux, quoi, les touristes français qui sont très nombreux, hein, plus nombreux que les étrangers d'ailleurs, sont extrêmement virulents contre Paris et justement ils aident les citoyens parisiens sur ce point d'ailleurs. Alors ceux qui sont le plus critiques contre à peu près tous les aspects de Paris, c'est quand même les Français. Mais je pense que c'est un fait réel et il faut effectivement que la mairie de Paris s'empare de ce sujet parce qu'il y a un déni politique sur le sujet qui est absolument incroyable. On voit que les rues de Paris sont de plus en plus sales. C'est un fait évident. Donc maintenant, il faut qu'on lutte contre ça. Ça, c'est quasiment unique dans les annales. Alors, revenons alors sur une autre destination. Autre question, il y a beaucoup de touristes en Croatie. Pourquoi ce succès? Alors ça, la Croatie, c'est extraordinaire parce qu'il y a 2 fois plus de touristes en Croatie que d'habitants. Oui. Ça, c'est un succès. Oui, il y a 8,5 millions de touristes actuellement en Croatie. Il y a 4 millions d'habitants. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que déjà avant Dubrovnik, il faut quand même dire où vont les touristes. Hein. Les touristes, ils vont surtout sur la côte d'Almaty. Hein. Ils vont à Dubrovnik, déjà des secteurs qui étaient bien connus. Oui. Mais la Croatie a fait de gros efforts. La Croatie a une véritable politique, avec les îles en particulier. Hein, ils ont monté des ateliers d'artistes et autres. Donc ça prouve que, comme on disait pour la France, quand il y a une stratégie bien ciblée, ça marche. Et notamment, ils ont géré le problème de la délinquance parce que la Croatie est un pays où il y a beaucoup de petites délinquances. Donc, et ils ont vraiment donc, pris cet aspect en main. Et c'est clair que Dubrovnik, les Bouches-de-Kotor, qui ne sont pas en Croatie, mais auxquelles on accède, c'est formidable. Ils ont peu de belles plages parce qu'en fait, c'est des plages de galets. Ils ont une mer, par contre, qui est absolument magnifique. Et ils ont un bâti qu'ils ont rénové depuis 10 ans. Et donc, ça marche très fort. Ça paye du coup. Parce que... Et un rapport qualité-prix excellent parce qu'on trouve du 650 € la semaine, donc en demi-pension, ce qui est un très bon tarif. Autre question, Christophe Naudin, je reviens à la sécurité, mais ce détail, on nous interroge, est-il vrai que les militaires de Vigipirate n'ont pas de munitions dans leurs armes? C'est vrai. Ouais. Alors, mais sur eux, par contre, non? Ils peuvent éventuellement déclencher un tir, mais c'est très compliqué. Il y a trop de sécurité par rapport à ça. Ah bah d'accord. Bon, c'est une mesure de protection par rapport à l'action, mais c'est vrai qu'en fait, ils ne pourraient pas parler.